Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bon dimanche, chers auditeurs. Au sommaire de cette édition du 18 décembre 2022, la boisson prohibée Tangawizi, toujours en vente à Gitega. Les habitants de la capitale politique signalent que l'usine de sa fabrication appartiendrait à un général de l'armée burundaise. Et les infirmiers dénoncent le mauvais traitement dont ils sont victimes. La présidente du syndicat SNTS va intervenir au cours du journal. Et l'East African Legislative Assembly prépare les élections de leur président. Les candidats en provenance du Burundi et du Sud-Soudan sont en lice. Dans un instant, le développement des titres. Parlons justice pour commencer. La journaliste Floriane Irangawiye a comparu avant-hier devant les juges à la prison centrale de Muyinga. Des sources proches du dossier indiquent que le procès s'est déroulé à huis clos. À l'issue du procès, nos sources indiquent que l'affaire a été mise en délibéré. La décision devra être rendue en délai 30 jours. Floriane Irangawiye vient de passer plus de 3 mois sous les verrous et selon différentes organisations des défenseurs des droits humains, aucune charge formelle n'a jamais été formulée contre cette professionnelle des médias. Et la communauté est-africaine continue de faire face à divers défis imputés au financement insuffisant. C'est en raison du retard et du non-versement des fonds par les États partenaires. Le Burundi et le Soudan du Sud sont les plus endettés. Ils doivent à eux seuls plus de 40 millions de dollars à la communauté. Dani Claire Iratrumva. Le Soudan du Sud reste le plus grand défaillant des envois de fonds à la communauté. Comme on peut le lire dans l'article du journal de East African, le numéro du 18 décembre, ce pays a des arriérés de 22 millions de dollars, suivi du Burundi avec 5 millions de dollars d'arriérés. Selon ce journal, le Soudan du Sud doit en tout 29,4 millions de dollars à la communauté, tandis que le Burundi, lui, doit 12,4 millions de dollars. Le Rwanda doit à la communauté 3,6 millions de dollars, l'Ouganda 3,4 millions de dollars, la Tanzanie 1915 dollars et le Kenya 20 dollars. Entre juillet 2022 et septembre 2022, indique de East African, le Burundi a versé 2,4 millions de dollars, dont 40% ont été envoyés à la réserve générale et le reste soit 1,4 million de dollars aux organes et institutions de l'EAC. Les contributions annuelles des États membres de l'EAC, note de East African, ont changé au cours des 5 dernières années avec une augmentation de 26%. Mais le journal indiquait les cotisations effectivement versées ont diminué, entraînant une augmentation des soldes impayés de 7,8 millions de dollars en 2016-2017 à 14,9 millions de dollars en 2020-2021. Une situation qui conduit la communauté à ne pas planifier et mettre en œuvre correctement ses activités, chose selon la EAC, peut avoir une incidence négative sur l'exécution de son mandat. Désormais, l'EAC souhaite que le Conseil des ministres remédie au déficit de financement identifié afin de permettre à la communauté de mettre en œuvre les activités prévues. La main-d'œuvre et les ressources humaines restent un défi majeur à l'EAC, selon le rapport d'audit qui cite des processus de recrutement lents et longs. Le rapport indique que plusieurs postes vacants demeurent non pourvus, effectuant ainsi la mise en œuvre des programmes et activités de la communauté. Restons dans la communauté est-africaine pour parler cette fois du poste de président de l'Assemblée législative que devrait se disputer le Burundi et le Soudan du Sud. Les élections devraient se passer mardi le 20 décembre à Arusha en Tanzanie. Le mandat de 5 ans du Rwandais Martin Ngoga a pris fin le 17 décembre dernier. Martin Ngoga a été élu en 2017 lorsqu'il était en compétition
avec Léontine Nzeyimana du Burundi, le Soudan du Sud et le membre nouvellement admis, la République démocratique du Congo, sont les seuls États membres à n'avoir pas encore occupé le poste de président de l'Assemblée législative régionale. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Le fait que la destitution de tous les membres du bureau communal de Nyanza-Lac n'est toujours pas effective sème la confusion, d'autant plus que cette destitution était conforme à la loi. C'est du moins l'analyse d'Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force. Sa réaction survient après que 22 conseillers communaux sur 31 que compte la commune de Nyanza-Lac ont décidé de destituer tout le bureau communal il y a de cela 16 jours. La première chose à dire, c'est que le conseil communal de Nyanza-Lac s'est référé à la loi organique numéro 1/04 du 19 février 2020 portant modification des dispositions de la loi numéro 1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de la commune. En son article 10, cette loi précise bien que l'administrateur communal est sous la supervision et le contrôle du conseil communal. En son article 21, cette loi stipule qu'en cas de manquement grave de l'administrateur, en cas de corruption, d'incompétence, de faute grave ou de détournement de fonds, 2/3 des membres du conseil communal saisissent le président qui convoque une session extraordinaire devant statuer sur un vote de défiance de l'administrateur communal. En son article 23, la loi dit que le procès verbal est transmis au gouverneur qui saisit le ministre et à l'administration territoriale en ses attributions. C'est cela qui a été fait par le conseil communal de Nyanza-Lac. Vu maintenant ce qui se passe, on peut se poser une série de questions. Est-ce que l'administrateur communal de Nyanza-Lac est au-dessus de la loi? Qu'ont fait les membres du conseil communal pour mériter le châtiment, l'emprisonnement, la persécution? Pourquoi le gouverneur et la police se montrent complices vis-à-vis de l'administrateur pour matraquer les membres du conseil communal qui n'ont fait que leur travail? Pourquoi l'administrateur est intouchable? Ernest Nkurunziza ajoute que la situation qui prévaut à Nyanza-Lac donne l'image du système de gouvernance en place au Burundi. En fait, ce qui est derrière les agissements de la police, des gouverneurs et de l'administrateur communal, ce n'est rien d'autre que la violence, la persécution, les crimes de corruption, de détournement de fonds publics, et une administration de la terreur, la volonté de se maintenir au pouvoir après avoir violenté la loi, après avoir violenté la volonté des citoyens et les principes de démocratie. C'est l'injustice sociale qui consiste à faire souffrir le peuple en privant de liberté à des citoyens honnêtes qui luttent pour l'ordre et la paix et qui le soutiennent pas le mal qui gangrène le pays. En résumé, ce qui se passe à Nyanza-Lac se passe partout dans le pays. C'est ce qui caractérise le régime du CNDD-FDD depuis son accession au pouvoir. Et comme il ne cesse de le dire, de le déclarer, ce qui vivra verra. Le mal est à venir. On n'a pas encore vu, surtout que les élections sont proches et que tout est permis dans ce pays pourvu que le régime se maintienne éternellement au pouvoir. Voilà, c'est Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile Force. Et pour clore la page gouvernance, les conducteurs de mototaxi du chef-lieu de la province Ngaro s'insurgent contre le comportement de certains policiers qui saisissent les motos et exigent de l'argent pour les libérer. Ces policiers portent des tenues civiles, c'est ce que raconte son motard de Ngaro. Tu vois ces vieux des jeunes gens en civil venant de nulle part et puis ils sautent sur ta moto sans prononcer un mot. Tu dois te demander qui sont ces hommes, à moins que ce soit un policier qui est bien connu dans la localité. Mais même si c'était le cas, il peut avoir été révoqué ou muté tout simplement. Qu'est-ce qui t'indiquera qu'il est encore en fonction? Imagine-toi si une telle personne vient et part avec ta moto. Comment vas-tu rassurer qu'il va faire si ordre de ses supérieurs? On a alors besoin de le voir venir en tenue
et faire un travail qui a été recommandé par les supérieurs hiérarchiques. Et si l'un des policiers décide de partir avec la moto, il faudra qu'il y ait un écrit qui devrait attester la saisie pour que l'on puisse s'en servir une fois aller récupérer la moto. Imagine-toi quelqu'un qui vient confisquer la moto et ton permis de conduire pour partir avec. Est-ce que celui-ci te veut vraiment du bien? Ce sont nos inquiétudes. S'il te retrouve à côté de la moto, il t'arrache la clé, ton contact monte à bord et part. Si tu n'es pas à côté, il s'arrange pour partir avec la moto. Tu comprends là que la moto peut disparaître pour du bon. Et si alors tu donnes une certaine somme d'argent, cette personne, on te remet la moto. Là, je reconnais que les deux personnes sont fautives. Mais celui qui a saisi la moto est surtout fautive parce qu'il agit en solo. Personne ne l'a mandaté. Il vient seulement pour rançonner les motards. Sinon, si un motard manque ceci ou cela, on fait le contrôle et puis on lui fait une contravention. Le contrôle se fait dans la route, mais pas à la brigade, c'est ce que l'on sait. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Dominique Hakizimana, commissaire de la police dans la province Ngaro. Dans un instant, nous parlons santé. Le travail des infirmiers est fatigant et demande beaucoup d'efforts alors que leur salaire est insignifiant. Propos de Marie Wukuru, présidente du syndicat national des travailleurs de la santé, lors de la conférence de presse de ce vendredi. Selon Wukuru, à part que les infirmiers font souvent des heures supplémentaires, ils ne bénéficient pas de repos, mais cela n'a pas empêché que le gouvernement décide unilatéralement de suspendre les accords convenus avec les infirmiers, selon Marie Wukuru, la présidente du SNTS. mu Burundi abakozi bo mu buvuzi ni bake cyane hisunzwe amategeko ajyanye n'itunganywa ry'ubuvuzi. Au Burundi, le personnel de la santé est moins nombreux par les rapports à l'effectif prévu par les lois régissant ce domaine. En plus, les infirmiers travaillent pendant beaucoup d'heures par jour et n'arrivent même pas à dormir au moment où les employés des autres domaines sont au repos car ils travaillent parfois 24 heures sur 24 heures. Ainsi, à cause de la fatigue, ils sont toujours faibles, ce qui fait qu'ils soient vulnérables et qu'ils attrapent facilement des maladies. Ils reçoivent beaucoup de patients qui souffrent de différentes maladies contagieuses, de le VIH-Sida, l'hépatite, le choléra, Ebola, Covid-19, le paludisme et autres. Les infirmiers ne prennent souvent pas de congé, contrairement aux autres travailleurs qui ont droit à un congé d'une semaine et plus. Les infirmiers ne reçoivent pas alors que les autres employés prennent non seulement des congés, mais aussi des vacances de 3 ou 4 jours. Tenant compte de ce déploiement des infirmiers, le gouvernement qui est également parent de tous les employés a par la suite accepté de soutenir les infirmiers. C'est ainsi que le gouvernement a accepté d'établir des dialogues avec les syndicats de ces infirmiers. À partir de ce dialogue, un accord selon lequel le gouvernement doit revoir les salaires des travailleurs de ces syndicats a été signé entre les deux parties. Mais quand le gouvernement a mis par la suite en place la nouvelle politique salariale, il a décidé de se suspendre des accords qu'ils avaient conclus avec les syndicats des infirmiers sans même les informer. Ces accords ont été instrumentalisés par la loi numéro 1/24 du 2 octobre 2019. Pourtant, un accord qui est convenu à partir des dialogues est modifié à partir d'autres dialogues. En plus, dans le Code civil libre 3, il est écrit que les accords convenus selon la loi tiennent lié des lois et ne peuvent pas être modifiés sans l'accord des deux parties qui les avaient signés. La suspension de ces accords ne fera qu'entraîner la perturbation du travail des infirmiers, selon la présidente du SNTS, qui déplore aussi le comportement du responsable du syndicat SINAPES, qui selon elle ne se soucie plus des intérêts des travailleurs.
Les conséquences seront néfastes du fait que les travailleurs du secteur de la santé seront mis au même niveau que les autres employés de l'État, alors que les devoirs ne sont pas les mêmes. Les employés des autres domaines ne font pas des heures supplémentaires comme ceux de la santé. Ils ne travaillent pas pendant la nuit comme les infirmiers et les cas d'urgence sont moins nombreuses pour les autres employés. En plus, le travail des infirmiers comporte beaucoup de risques et accidents. Nous profitons de l'occasion pour critiquer et condamner le comportement du président du syndicat SNAPES qui prétend défendre les intérêts des infirmiers alors qu'il est le premier à menacer les intérêts. Il s'est octroyé la permission de saluer ses collègues en diffusant partout des messages contraires à notre mission de veiller à la santé publique, ce qui est considéré comme une trahison dans notre métier. C'est encore plus étonnant de voir qu'il collabore avec un groupe qui ne vise qu'à perturber la formation de ses employés pour favoriser ceux qui ont des diplômes A2 en disant qu'ils sont meilleurs que ceux qui ont des diplômes A3. Nous rappelons que la haine et les conflits entre les employés n'apporteront aucun intérêt. Les syndicats SNAPA et CNTS informent le public que le gouvernement qui a décidé de les sous-estimer ne fait rien pour redresser la situation. Nos syndicats vont prendre les mesures nécessaires que leur confère la loi. Voilà, c'est Marie Bukuru, présidente du syndicat national des travailleurs de la santé au Burundi. Des immondices s'entassent autour de l'ex-marché central de Bujumbura, en plus des déchets jetés par les vendeurs ambulants. Certains passants se soulagent au même endroit, l'endroit qui dégage des odeurs désagréables. Onésime Dushimagize. Une fois arrivé au centre-ville de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, plus précisément tout autour de l'ex-marché central, notamment en face de la microfinance Mitec, on est accueilli par des odeurs nauséabondes en provenance des immondices qui s'y trouvent. Selon certains habitants qui se sont confiés à la RPA, ces déchets y sont jetés par certains vendeurs ambulants qui occupent souvent cet endroit et les services municipaux chargés de la propriété de la ville ne se pressent jamais pour les arrêter. Ces déchets y sont jetés par les vendeurs ambulants qui étalent leurs marchandises tout autour de l'ex-marché central, notamment certaines femmes qui occupent le long de la route passant devant la microfinance Mitec. Ces femmes essayent de regrouper ces déchets en tas d'immondices, mais plus les services municipaux chargés de la propriété tardent pour les enlever. Ils dégagent des odeurs nauséabondes. Cet habitant de la ville de Bujumbura indique que cette situation d'insalubrité s'aggrave par certains individus qui se soulagent à ce même endroit, notamment ceux qui fréquentent un cabaret qui se trouve en face. Ils font les petits besoins au même endroit, surtout ceux qui fréquentent le bistrot qui se trouve en face de l'ex-marché central. Les personnes qui exercent leurs activités tout près de cet endroit et celles qui y passent souvent demandent à la mairie de Bujumbura d'évacuer ces immondices dans le plus bref délai pour éviter les maladies des mensards. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, par téléphone, mais sans parvenir. Pour clore cette édition, parlons de la commercialisation de la boisson Tangawizi qui se poursuit dans la province Gitega, même si elle est prohibée. Les commerçants de cette boisson circulent avec des seaux et la servent dans les verres. Certains habitants de la capitale politique indiquent que le propriétaire de l'usine de fabrication de cette boisson serait un général de l'armée. Les détails avec Eric Nyonzima. Il y a environ 2 semaines qu'une liste de boissons prohibées a été communiquée, que ce soit celles fabriquées à l'étranger ou au Burundi. Parmi celles-ci figure la boisson Tangawizi. Selon notre source en province Gitega, il y a des sortes de Tangawizi sur le marché. Une qui est commercialisée dans les bouteilles en plastique et une autre qui est vendue par verre et celle prohibée d'ailleurs. Ce qui étonne les habitants de Gitega est que cette boisson prohibée est celle qui gagne beaucoup le marché et est vendue librement. Ceux qui vendent cette boisson circulent ici et là dans la ville de Gitega et celui qui en veut est servi dans un verre.
Différentes personnes se demandent alors pourquoi cette boisson tangawizi qui est prohibée est celle qui est vendue librement dans des verres sans entrave. Nous avons essayé de savoir auprès des habitants de la ville de Gitega pourquoi les vendeurs de cette boisson ne sont pas inquiétés. Ils ont répondu à RPA qu'il y a des informations selon lesquelles le propriétaire de cette boisson prohibée serait en général connu sur le sobriquet de Wakenya natif de la province de Gitega. Les habitants de Gitega demandent à l'administration provinciale que cette boisson soit combattue au même titre que d'autres boissons qui sont sur la liste des prohibés. Voilà, c'est par ici, chers auditeurs, que nous mettons un point final au journal du 18 décembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.